Terre d'empires glorieux et de vaillants guerriers, pays de civilisation et de savoir, terre de culture et de métissage, pays de partage et d'hospitalité, terre de nos dignes pères, tu es ce qui nous définit et nous rassemble dans l'épreuve et dans la prospérité. Comme un seul homme et pour un seul destin, nous ferons de toi, Mali, une terre de paix. Mettre l'accent sur la structuration de l'action gouvernementale mise en place et bâtir des indicateurs et un cadre d'action, c'est l'objectif d'une réunion de coordination tenue cet après-midi à la primature sous la présidence du Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga. Célébration ce lundi 8 mai de la journée internationale de la Croix-Rouge sous le thème « La Croix-Rouge partout et pour tous », comme pour rappeler ici au Mali la nécessité d'être au plus près des populations vulnérables. Focus Santé s'intéresse ce soir à l'utilisation abusive des appareils audio, baladeurs et autres casques, des appareils qui à la longue peuvent entraîner des problèmes d'audition chez les utilisateurs. Merci de rester sur nos programmes. Bonsoir et bienvenue au journal. Le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga a présidé cet après-midi à la primature une réunion de coordination autour de 2 comités interministériels. Il s'agit des comités souveraineté et macroéconomie investissement. À travers cette réunion, le chef du gouvernement entendait mettre l'accent sur la structuration de l'action gouvernementale qu'il a mise en place à travers 5 comités interministériels. Il s'agit surtout de bâtir des indicateurs et un cadre d'action. Compte rendu de Nyanya Aliou Traoré. Le bien-être des Maliens fait partie des ambitions prioritaires de nos autorités et elle y travaille d'arrache-pied. Le chef du gouvernement, entouré de ministres, en discutait justement. C'était lors d'une réunion de coordination. Abdoulaye Idrissa Maïga a invité les ministres à aller rapidement vers des propositions de mesures tendant à améliorer considérablement le quotidien des Maliens. Dans ce ordre d'idées, 2 secteurs clés dans son viseur. Il s'agit du secteur de la souveraineté et celui de la macroéconomie et investissement. Pour le premier, une mise en œuvre diligente de l'accord pour la paix est envisagée. Le secteur souveraineté travaille sur un certain nombre de questions qui sont liées donc, au processus de paix, à la stabilisation du pays, à la construction d'un environnement plus stable et plus sécurisé, une meilleure prise en main de l'administration générale donc, du territoire, la prise en main de questions liées aux élections. Nous avons beaucoup de consultations électorales devant nous. Donc, il s'agissait d'exposer devant le Premier ministre les différents projets, en tout cas ceux qui sont immédiats, définir avec lui de la même manière les indicateurs qui nous permettraient d'évaluer d'un trimestre à l'autre les progrès qui auraient été faits. Quant au comité interministériel macroéconomie et investissement, des propositions de projets à impact immédiat sur les populations sont attendues. Il s'agissait de voir quelles sont les mesures et les réformes que nous pouvons proposer pour assurer une stabilité macroéconomique dans notre pays, pour assurer une croissance qui puisse continuer à être soutenable, et durable et robuste. À côté de cela, il y a tout ce qui concerne les investissements. Et ça, c'est le côté microéconomique qui nous interpelle. Un certain nombre de projets d'urgence qui avaient un impact rapide, qui pourraient améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Autre sujet abordé, le suivi rigoureux des accords de convention signés lors des différents déplacements du chef de l'État dans des pays amis. Signalons que tous ces points discutés font partie des 4 axes prioritaires définis par le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta dans la lettre de mission confiée au Premier ministre. Le ministre de la Défense et des anciens combattants a rencontré ce lundi 8 mai une délégation de l'Union européenne pour la mise en place d'une force conjointe des pays membres du G5 Sahel. Pour l'ambassadeur de l'Union européenne au Mali, Alain Olville, cette délégation est venue examiner les projets de sécurisation de l'espace Sahel et les perspectives du G5 Sahel, notamment la force conjointe du partenariat renforcé pour les migrations.
Elle concerne aussi la préparation de la visite au Mali de la haute représentante et vice-présidente de la Commission. Rencontre donc ce lundi du ministre de la Défense et des Anciens Combattants avec une délégation de l'Union européenne pour la mise en place d'une force conjointe des pays membres du G5 Sahel. Le gouverneur de la région de Ségou échange avec les différents acteurs des cercles de Massina et Nyono pour le retour d'une paix durable dans la région. Georges Togo et sa suite se sont rendus à Djabali et à Massina afin d'accélérer le processus de la réconciliation et la cohésion sociale entre les fils du Mali affectés par les événements de Massina. Compte rendu de Fousseni Samaké. Pour que la cohésion revienne entre les frères maliens, il faut que chacun s'engage à abandonner le cercle vicieux de la vengeance qui n'a jamais rien résolu. C'est en ces termes que le gouverneur de la région de Ségou, Georges Togo, accompagné des responsables coutumiers, religieux et organisations de la société civile, s'est adressé aux populations dans les cercles de Nyono et Massina. L'objectif est de sensibiliser et informer les populations sur la volonté des autorités nationales à aller vers le retour de la paix et la cohésion sociale après des événements douloureux survenus dans la 4e région. Ce que nous avons à dire aujourd'hui, il faudrait que nous puissions aller vers la réconciliation avec lesquels nous avons eu des conflits, ceux avec lesquels nous avons vécu des moments difficiles. Et au nom des autorités nationales, nous sommes venus vous demander, prêcher vraiment la réconciliation, le changement de comportement. Une collaboration des populations à travers la reconnaissance de l'erreur et l'acceptation du pardon est un passage obligé pour l'atteinte de l'objectif. Nous avons beaucoup fait. Nous continuerons jusqu'à un bon résultat. Ceux qui sont partis et ceux qui sont là, on va les parler pour trouver la solution. Il est bon pour qu'une bonne justice puisse être rendue demain, que la population adhère à ce processus, que les gens aient le courage de venir parler. S'il y a des dénonciations à faire, qu'ils viennent dénoncer. S'il y a des victimes qui sont restées derrière, qu'elles viennent s'identifier pour qu'ensemble, nous puissions véritablement trouver une solution idoine à ce problème. Les recommandations et propositions devraient converger vers la facilitation des actions de la justice et le retour du mieux vivre ensemble, surtout en cette approche d'hivernage dans cette zone risicole. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Malik Al-Husseini, était en 3e région pour rendre effectif le programme gouvernemental dans le cadre de la distribution de l'eau et de l'électricité. Voici le compte-rendu de nos envoyés spéciaux Mariam Sagara et Adama Kamara aux étapes de Kadiolo et Zégua. Il faut de la lumière et de l'eau pour toutes les populations du Mali, urbaines aussi bien que rurales. C'est une instruction ferme du président de la République. Cette vision du président Ibeka prend forme et corps dans les zones les plus reculées. Ce grand défi, le ministre de l'Énergie et de l'Eau est quasiment sur le point de le relever. La bonne nouvelle, c'est qu'une adduction d'eau complète a été réalisée. Nous avons décidé de faire désormais assurer la gestion de cette adduction d'eau par la SOMAGEP et SOMAPEP. Les coupures d'électricité et de l'eau à Kadiolo et Zégua seront un mauvais souvenir. Kadiolo, ici, on a 7 postes de distribution publique et 6 postes de distribution privée. Le problème de l'électricité à Kadiolo est un peu complexe parce que Kadiolo, notre courant vient de la Côte d'Ivoire. Des dispositions sont prises pour la gestion de ces installations. Déjà, un groupe de plus de 400 millions de francs CFA est installé à Zégua pour pallier les déficits de l'interconnexion. Kadiolo-Zégua, c'est 2 villes alimentées à partir du réseau ivoirien directement. Régulièrement, nous avons des incidents sur cette ligne. Et ces incidents, pour les circonscrire, il faut faire des recherches. Et pendant tout ce temps, en général, les 2 villes Kadiolo-Zégua sont dans le noir. Elles peuvent rester dans le noir pendant 24 heures, voire 48 heures. Donc il a fallu qu'on réfléchisse pour trouver une solution. On ne peut pas créer une centrale entière, mais on a été obligé de voir par rapport à la capacité de la ville d'installer un nouveau groupe. C'est un groupe de 1250 kVA, ça fait 1 MW. Il faut étendre le réseau pour raccorder les nouveaux quartiers. EDEM étant déjà sur place, ce travail nous le prendrons nous le réaliserons dans le cadre du programme d'urgence 2017-2020. Sans tarder, le ministre a rencontré les notabilités, les élus locaux, les responsables des associations pour les rassurer de l'engagement du président à leur donner
des nuits pleines de lumière et de l'eau potable au quotidien. Comment réussir l'agriculture intensive au Mali? La question préoccupe le nouveau ministre de l'Agriculture, le Dr Nango Dambélé, qui s'est rendu à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali pour partager sa vision avec l'organisation fêtière du monde rural sur les voies et moyens de promotion du monde rural. Compte rendu de Dougou Fana Traoré. En rencontrant les membres du bureau de l'APECAM, le ministre de l'Agriculture voulait se rendre compte du fonctionnement de cette assemblée d'une part, mais aussi et surtout de demander aux membres de l'accompagner pour mener à bien sa mission de ministre. Le ministre a tout d'abord suivi une brève présentation de l'APECAM. Le docteur Nango Dambélé a invité ses interlocuteurs à l'aider à relever le début de la productivité, de la maîtrise de la mécanisation et au transfert des nouvelles technologies agricoles. Nous appuyer pour maintenir la qualité des intrants, comme le président l'a dit lors du Conseil supérieur de l'agriculture. J'ai demandé aussi à la Chambre de m'accompagner pour entamer une révolution de la productivité agricole. Sans productivité agricole, on ne pourra jamais améliorer les conditions socio-économiques des populations rurales. Le rôle de la Chambre d'agriculture, des produits est transformer et vendre. Donc le ministre, c'est le décideur qui amène nos problèmes au Conseil des ministres, au chef d'État, pour voir quelles sont les solutions aux producteurs. Donc ce qu'on va faire pour qu'il ait une réussite, tout ce qu'on sera d'accord ensemble. À l'exécution, à la base, nous serons à côté des producteurs pour les informer, pour les faire comprendre ce qu'on a décidé ensemble. A rappeler que l'APECAM représente la profession agricole au Mali dans toute sa diversité, agriculture, élevage et exploitation forestière. Actualité hors de nos frontières, Emmanuel Macron, vous le savez, est élu président de la République française. Les Français du Mali ont voté massivement pour lui à 90%. Un motif de satisfaction pour les délégués du mouvement En Marche à Bamako, Fabrice Fratani. Pour lui, Macron, président à 39 ans, c'est une nouvelle première qui s'ouvre dans la coopération entre la France et l'Afrique et particulièrement avec le Mali. Il est interrogé par Sidiki Dambélé. Le scrutin s'est très bien déroulé tout au long de la journée. On a eu 1 millier de votants à peu près et Emmanuel Macron a recueilli quasiment 90% des suffrages. Dans son premier discours déjà hier soir, Emmanuel Macron, président élu, n'a presque pas parlé d'Afrique d'une manière générale. Est-ce que ça veut dire que l'Afrique, particulièrement les Mali, n'est pas une priorité pour lui? Il n'a pas précisé, comme vous le dites, l'Afrique, mais les sujets sont tellement vastes et tellement larges. Il a parlé en priorité de la France, de l'Europe, mais il a parlé aussi du monde. Et il a un projet pour le monde, pour les Français de l'étranger, et pour l'Afrique aussi, pour l'aide au développement qu'il veut accentuer. Et beaucoup de choses, et en particulier au Sahel, avec l'opération Barkhane qui veut maintenir dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui va changer selon vous avec Macron au pouvoir dans les relations entre l'Afrique, la France et le Mali en particulier? Je pense que les relations vont être bonnes et chaleureuses. En tout cas, je l'espère, et qu'on va pouvoir avoir des coopérations bilatérales accentuées, surtout au Mali. Ça serait mon intérêt parce que vivant au Mali depuis de nombreuses années. Voilà. Au plan national, en rapport avec cette élection française, dans un communiqué, le bureau politique du Rassemblement pour le Mali, BPN-RPM, félicite chaleureusement le 8e président et de loin le plus jeune de la 5e République française pour sa très large victoire. Au regard de l'intérêt manifeste du président élu pour la coopération avec l'Afrique, notamment avec notre pays, le Rassemblement pour le Mali estime qu'il s'agit là d'une belle victoire pour la démocratie et la République française qui pose les jalons d'une admirable espérance renouvelée. Et puis pour l'URD, cette élection confirme la volonté clairement manifestée du peuple français de choisir l'ouverture, le changement, le rapprochement des peuples, le rattachement à l'Europe, la promotion des valeurs universelles et l'égalité des chances. L'URD saisit cette occasion pour adresser ses sincères félicitations à M. Emmanuel Macron pour sa brillante élection et demeure convaincu que l'Afrique et le Mali occuperont une place de choix au cours de sa présidence.
Ouverture ce matin, retour donc à l'activité nationale, ouverture ce matin à Bamako de la journée de réflexion sur les mécanismes de coordination et de synergie des actions en matière de promotion, de création d'emplois. Des propositions concrètes sont attendues afin d'élaborer une feuille de route qui servira de boussole pour fédérer les efforts du gouvernement en matière de promotion et de création d'emplois. Reportage d'Aouda Sirikidjara. Devenu aujourd'hui un enjeu fondamental, la problématique de l'emploi est au cœur des débats dans notre pays. Une véritable synergie d'action en matière de promotion et de création d'emplois est engagée par les plus hautes autorités dans ce sens, ce qui justifie la tenue de cet atelier. En invitant les représentants des 14 départements ministériels au présent atelier, mon département s'inscrit dans la logique de créer une véritable synergie d'action afin d'atteindre et même dépasser l'objectif de la création de 200 000 emplois, promis par son Excellence le Président de la République, qui a inscrit l'emploi parmi les priorités de son mandat. Cette démarche cadre parfaitement avec la stratégie de mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi adoptée en mars 2015, qui consiste à établir et à renforcer les liens avec toutes les politiques nationales, notamment pour prendre en considération l'emploi dans les politiques transversales, la politique macroéconomique, la politique d'investissement, la politique fiscale, la politique commerciale et les politiques de développement sectoriel. 3 présentations, des exposés et des recommandations sont au menu des travaux de cette journée de réflexion. Entre autres, il s'agit de la présentation des actions menées en synergie avec d'autres départements ministériels, la présentation des actions mises en œuvre dans les domaines de la promotion de l'emploi, les exposés sur les outils de collecte. Retour à présent sur l'élection de la présidence à la présidence de la République française, à la France, donc, qui s'est donné hier, vous le savez, un nouveau président de la République. Le fait est exceptionnel dans l'histoire électorale de ce pays. Non seulement Emmanuel Macron n'a pas de parti politique, mais il est en plus âgé de moins de 40 ans. Le concepteur du mouvement En Marche va-t-il pouvoir gérer la confiance placée en lui à la tête de l'État français et quelles sont ses chances? Élément de réponse avec le politologue Mamadou Samaké qui explique au micro de Abbas Fambougri Traoré le phénomène Macron. Le phénomène Macron peut s'expliquer par la difficulté de la droite et de la gauche à trouver dans un contexte mondialisé beaucoup plus difficile des solutions aux préoccupations des Français et maintenant qui fait le lit des extrêmes. Sinon, comment expliquer qu'un mouvement né il y a à peine 1 an et quelqu'un qu'on ne connaissait pas il y a 4 ans sur l'échiquier politique français, qui n'a été ni conseiller municipal ni député, surgir à moins d'1 an et se hisser à la magistrature suprême, aux grandes dents des 2 partis traditionnels gauche-droite qui depuis plus de 50 ans ont gouverné la France. Ce n'est pas la première fois en France. Vous savez qu'en 1957, la 4e République était en pleine crise. Le général de Gaulle, qui était déjà connu pour la victoire de 1945, a lui aussi, à travers le Rassemblement pour la France, qui était un mouvement, conquis le pouvoir suprême, puisque à partir de janvier 1958, à travers le Rassemblement pour la France, il est devenu président du Conseil, et avec la réforme de la 4e République, il a créé la 5e République en 1958, en septembre 1958, après le référendum. Donc Macron, avec son mouvement En Marche, s'assimile un peu au général de Gaulle. Ceci dit, je n'ai pas dit que Macron était de Gaulle, mais sa première déclaration solennelle à la France, à l'Europe et au monde donne les élans d'un grand président au cas où, au 3e tour, il y aura une majorité pour gouverner. Effectivement, parlons de ce 3e tour-là, qui est l'élection, parce que Macron n'a pas de parti politique, donc n'a pas d'élu pour le moment. Alors, comment vous voyez ce phénomène-là? Bon, je crois que demain, nous ferons face à une situation inédite dans l'histoire de la 5e République. Un président fraîchement élu, qui n'est pas une majorité absolue au Parlement. Donc, très vraisemblablement, au sortir du 10 juin
et vraisemblablement du 25 juin 2017, il sera obligé de faire appel à d'autres formations politiques pour pouvoir se constituer une majorité présidentielle, pas une majorité d'adhésion, mais une majorité négociée sur la base de compromis politiques pour pouvoir gouverner pendant les 5 prochaines années. Qui veut aller loin ménage sa monture. Si il veut faire un long chemin, forcément qu'En Marche deviendra une nouvelle force politique. Et demain? Bon, vous savez, ça n'a pas commencé par Macron. Les partis politiques appartiennent à la fin du 19e siècle et au 20e siècle. Nous sommes au 21e siècle. Il y a eu Podemos en Espagne, Syriza en Grèce. Il y a eu aussi le phénomène Trump qui, au grand dam de la classe politique traditionnelle des Républicains, a été candidat et président, 45e président des États-Unis. Donc, le phénomène va grandissant. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce lundi 8 mai la journée internationale de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, partout et pour tous, est le thème retenu cette année. Un thème qui rappelle la nécessité d'être au plus près des populations vulnérables de tous les continents. Compte rendu de la cérémonie avec Modibo Mariko. La Croix-Rouge est un mouvement humanitaire international au service des communautés les plus vulnérables. Cette célébration du 8 mai, journée internationale avec comme thème partout et pour tous, rappelle les principes de la présence de la structure aux côtés de toute population victime de catastrophes. Être présent partout pour tous signifie apporter un soutien aux groupes marginalisés et stigmatisés. Cela signifie aussi rester pour venir en aide aux personnes en détresse, alors que d'autres battent en retraite. Être partout et pour tous signifie que les personnes qui fuient leur foyer pour échapper à la guerre, à la persécution, aux catastrophes, peuvent garder le contact avec les membres de leur famille ou retrouver la trace des proches disparus au moyen du réseau mondial de rétablissement des liens familiaux de mouvement. La Croix-Rouge, en chiffres, c'est en moyenne 3 à 4 milliards de francs CFA investis dans plus de 400 communes du Mali. C'est aussi 283 salariés et plus de 17 000 volontaires prêts à apporter la meilleure réponse possible à toutes sortes de sinistres. En organisant la présente journée, la Société nationale de Croix-Rouge du Mali confirme son engagement à mobiliser les autorités et la communauté autour de l'idéal humanitaire. Aussi, voudrais-je vous assurer de l'accompagnement de mon département, dont l'ambition demeure toujours de voir une société nationale toujours plus forte et active sur l'étendue du territoire national. Cette cérémonie d'anniversaire constitue un moment de réflexion pour faire le point des actions menées sur le terrain. Et la conférence de presse organisée à cet effet a permis aux représentants des médias de se faire une idée de la structure de ces défis et perspectives. Ralentissez pour sauver des vies, c'est le thème du 8 mai, journée nationale de l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest. En hommage aux victimes de la voie publique, la NASER et le Comité national de sécurité routière organisent le jeudi 11 mai prochain une marche funèbre qui ira de l'hôpital Gabriel Touré au ministère de l'Équipement et du Désenclavement. En prélude de cette activité, nous vous proposons d'écouter le ministre des Transports, Baber Gano, au micro de Mohamed Ould Mamouni. Le thème retenu cette année pour la célébration de la journée de l'Osraou est « Ralentissez pour sauver des vies ». Ce thème est d'actualité au Mali et nécessite qu'une lutte farouche continue d'être menée contre les excès de vitesse. En effet, les statistiques de 2016 nous enseignent que sur les 5532 cas d'accidents, ayant fait 541 tués, dont 220 usagers des 2 roues motorisées, l'excès de vitesse est arrivé en tête avec 1071 cas, 121 tués, 540 blessés graves et 930 blessés légers. C'est pour contribuer à inverser cette tendance qu'il sera organisé une marche funèbre de sensibilisation contre l'excès de vitesse. Cette marche participe à la mise en œuvre de la vision du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta.
de faire de la lutte contre l'insécurité routière une priorité du gouvernement. Cette journée de l'Osraou est placée sous le signe du respect de la limitation de vitesse et doit se poursuivre sur toute l'année avec la participation de chacun et de tous. Le contenu à présent de ce communiqué du gouvernement. Le gouvernement du Mali informe l'opinion nationale et internationale que dans la matinée du dimanche 8 mai 2017, aux environs de 5 heures du matin, le poste des forces armées nationales d'Al-Mustarat, à 125 km au nord de Gao, a fait l'objet d'une attaque terroriste à la voiture piégée et au tir de roquettes. Le gouvernement déplore la mort de 7 soldats et 7 blessés, la destruction de 3 véhicules militaires et d'une ambulance. Aussitôt, des renforts ont été dépêchés sur le lieu. Le gouvernement du Mali condamne avec la dernière énergie cet acte barbare et lâche. Le gouvernement du Mali présente ses sincères condoléances aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement du Mali réaffirme sa détermination à livrer une lutte implacable contre le terrorisme sous toutes ses formes. Et puis pour le RPM, cette attaque ignoble qui a fait aussi des blessés dans les rangs de notre vaillante armée porte la signature des terroristes et des ennemis de la nation qui œuvrent vainement pour enrayer le processus de paix et de réconciliation sous la sage conduite de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, chef de l'État et de son gouvernement. Le bureau politique national, au nom de tous les militants du Rassemblement pour le Mali, rend un vibrant hommage aux martyrs de ces héros tombés en mission commandée au service d'une nation reconnaissante. C'est la ville d'Atlanta, aux États-Unis, qui abritera la 3e édition du FOABA, le Forum de l'Habitat et des Banques, une édition qui est placée sous le signe du retour de la paix au Mali. Le forum se donne pour objectif de répondre aux besoins réels de la diaspora malienne en termes de produits bancaires et immobiliers. Les organisateurs ont tenu une conférence débat ici à Bamako pour informer les journalistes. Compte rendu de Nyanya Aliou Traoré. Vous êtes malien de la diaspora. Cliquez sur www.foaba.ml où vous saurez tout sur les produits bancaires et immobiliers du pays. Mieux encore, vous pouvez prendre part à Atlanta, aux États-Unis, du 13 au 14 mai, puis à New York du 17 au 18 mai prochain au Forum de l'Habitat et des Banques FOABA. 3e du genre, le FOABA a été initié afin de répondre aux nombreux besoins de la diaspora malienne. Le but de FOABA, c'est de préparer le retour de la diaspora à leur pays d'origine en termes de logement. Cette année, on a mis le secteur de l'investissement et le secteur privé dedans, avec l'appui pour que les gens de la diaspora qui veulent faire des usines, pas seulement des maisons. Plusieurs banques de la place et structures immobilières prennent part au forum, notamment l'agence de compagnie immobilière ACI qui est à sa 2e participation. Il faut laisser la chance maintenant aux professionnels de se distinguer et de donner vraiment des produits qui sont acceptables de tout le monde. C'est pour cela que nous avons accompagné. Et il faut dire aussi que notre mission fait que nous devons d'accompagner la promotion immobilière et qui pourrait aider, n'est-ce pas, à atteindre les objectifs de l'État en la matière. Pour cette 3e édition, les compagnies d'assurance sont la grande nouveauté. Le directeur général adjoint de Sabounouma dira que c'est une opportunité pour leur compagnie d'élargir leur champ d'action. Acte 3 des 5 projets routiers de la politique de désenclavement. Après Dialakrodi et Kangaba, le ministre de l'Équipement et du Désenclavement, au nom du président de la République, a lancé les travaux de construction et de bitumage de la route Kaï-Sadiola, longue de 90 km. Sa réalisation va coûter plus de 42 milliards de francs CFA sur le financement du budget national. Ce trajet, une fois fini, va contribuer au développement économique de la zone à travers le renforcement des échanges commerciaux. Envoyé spéciaux, Sira Bachili, Abdraman Doka Traoré. Kaï-Sadiola, un tronçon de 90 km sur lequel il faut s'armer de patience pour arriver à destination. En voyant donc le ministre de l'Équipement et du Désenclavement ce lundi, les populations des villages sur la voie Kaï-Kenyeba apercevaient en même temps le bout du tunnel, d'où cet accueil. Traoré Seynabou Diop est donc venu donner le coup d'envoi des travaux de construction et de bitumage de la route Kaï-Sadiola au nom du président de la République. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est l'aboutissement d'une vision. Oui, d'une vision. Celle de son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, chef de l'État, de faire du Mali
un pays émergent à travers notamment le développement et la promotion des infrastructures routières à l'effet de rapprocher les zones de production des zones de consommation. La réalisation de ce trajet va coûter au budget national plus de 42 milliards de francs CFA. L'entreprise COVEC s'occupe des travaux pour un délai d'exécution de 24 mois. Le témoignage vraiment de l'engagement tenu. Parce que vous savez, ça fait toujours beaucoup de fierté de promettre des choses et de pouvoir les réaliser en son temps. Et c'est en cela vraiment que nous assistons aujourd'hui. Opportunité de création d'emplois estimée à 1000 environ, la route Kaï-Sadioula va servir toutes les couches sociales à travers plusieurs secteurs d'activité. L'intérêt de cette voie de Kaï-Sadioula, on ne peut pas vraiment mesurer la portée. Dans la mesure, moi je suis un agronome, je suis le responsable de l'agriculture ici. Même là, pour faire venir les intrants agricoles, nous avons énormément de problèmes quand les pluies tombent. Donc d'abord, ça va booster la production agricole, ça va être la première des choses. Ça va améliorer les échanges commerciaux entre la population de Sadioula et de Kaï. C'est une très bonne chose. Alors ça va désenclaver la zone, ça va augmenter vraiment la production de ces zones et ça va faciliter l'écoulement des produits agricoles, miniers et tout ce qui s'ensuit vers les zones de consommation. Donc en un mot, c'est survenu vraiment aux besoins intégral même de cette population. En plus des impacts économiques, il faut signaler le renforcement du brassage entre les différentes ethnies, Soninké, Malinké, Kassunké. Une promesse de campagne est donc devenue une réalité. Chose promise, chose exécutée aujourd'hui, dont le lancement vient de se faire. Ce qui est très impressionnant encore, c'est des routes humanisantes. Humanisantes parce que là, le volet environnemental est intégré et le volet vie des populations longeant le long de cette route-là. Et de 3 donc, pour les 5 projets routiers du département de l'équipement et du désenclavement. Le ministre de tutelle a rappelé que l'accent sera mis sur la qualité, le respect du délai et l'enveloppe financière. Traoré Seynabou Diop a invité les intervenants à se conformer strictement à ces orientations. Les étudiants de la faculté d'histoire et de géographie s'approprient le programme de réhabilitation du patrimoine culturel et de sauvegarde des manuscrits anciens du Mali. C'est à la faveur d'une conférence initiée par le ministère de la Culture. Le développement, les sujets portant sur l'engagement des partenaires et une exposition photo ont marqué la rencontre avec les étudiants. Le compte-rendu de Agali Agagissa. Le gouvernement du Mali et ses partenaires ont lancé un vaste programme de réhabilitation du patrimoine culturel du Mali dans les régions du Septentrion après la crise de 2012. Le contenu du 2 programmes est porté à la connaissance des étudiants de la faculté d'histoire et de géographie. La première phase de ce programme, qui est arrivé tout récemment à terme, donc fin mars dernier, a permis entre autres la reconstruction des 14 mausolées du patrimoine mondial, la réhabilitation des mosquées, musées, bibliothèques de manuscrits anciens et la conservation physique et numérique des manuscrits anciens, en collaboration avec l'ONG Savama DCI, également l'Institut Ahmed Baba de Tombouctou. Elle a aussi permis l'organisation des ateliers de renforcement des capacités des acteurs du patrimoine culturel et des communautés locales. Je ne saurais terminer sans instruire à la Direction nationale du patrimoine culturel de multiplier ces genres de rencontres à l'endroit des étudiants en vue de leur assurer une bonne formation en matière de conservation et de valorisation du patrimoine culturel. Le plan d'action pour la 2e phase devra permettre la clôture des cimetières abritant le mausolée, le réaménagement de la place d'indépendance de la ville de Tombouctou où se dresse le monument Al-Farouk. Les institutions et les États membres de l'Union européenne au Mali organisent du 10 au 13 mai prochain la journée culturelle de l'Europe. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse tenue à l'Institut français de Bamako. Une conférence animée conjointement par la directrice exécutive de l'Institut français à Bamako et la chef de la coopération de l'Union européenne au Mali. Le compte-rendu de Fousseni Tunkara. Les journalistes ont été d'abord édifiés du pourquoi des journées culturelles de l'Europe et les opportunités qu'elles offrent aux pays membres de l'Union européenne. Ça leur offre l'opportunité de
de mieux se faire connaître. Et puis comme vous savez, la culture, le partage culturel, c'est un vecteur de bonne entente, c'est un vecteur de paix, d'unité. En Europe, notre devise c'est « unis dans la diversité » et je crois que c'est une devise qui fonctionne aussi au Mali. Il ressort également de cette conférence de presse que plusieurs activités meubleront ces journées et le cadre réservé pour les tenir est l'Institut français de Bamako. En fait, l'Institut français, comme vous le dites, accueille l'événement, mais aussi force de proposition, puisque nous avons programmé pour la partie française une exposition photo avec l'artiste Laure Vasconi, qui est une artiste photographe qui est très en vue en France. Et puis, nous allons également inviter un DJ qui est également musicien, qui s'appelle Olafunt. Vous allez pouvoir découvrir une programmation très riche d'artistes et de films européens. Les journées culturelles de l'Europe se tiendront du 10 au 13 mai prochain. Elles sont organisées par la délégation de l'Union européenne au Mali en partenariat avec l'Institut français de Bamako. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la célébration du 9 mai, la journée de l'Europe. La salle Banzoumana Sissoko du Palais de la Culture Amadou Ampateba a abrité les travaux de la 20e journée des sages-femmes du Mali. Le thème de cette édition porte sur la fidélisation des sages-femmes dans les zones rurales, un défi majeur pour l'atteinte des objectifs. Plusieurs propositions ont marqué ces 2 jours de travaux. Le reportage de Diara Konaté. Les travaux de la 20e journée des sages-femmes au Mali ont abouti à d'importantes recommandations, parmi lesquelles on note l'enregistrement systématique des cas de mortinaissance dans les maternités selon les directives de l'OMS. Aussi, des cas d'insuffisance en nombre et des cas de répartition des sages-femmes ont été soulignés au plan national. Au cours des 2 journées, les sages-femmes ont débattu autour du thème national « La fidélisation des sages-femmes dans les zones rurales, un défi majeur pour l'atteinte des objectifs ». L'extension à l'amont des SESCOM de notre pays, l'utilisation systématique du partogramme au cours de l'accouchement dans toutes les maternités, la dotation conséquente et régulière des services SR en matériel et consommables. Je vous demande de mettre en œuvre les recommandations ici durant ces 2 jours. Vous devrez aller vers les partenaires techniques pour essayer de chercher des fonds pour la mise en œuvre des activités. Je tiens à remercier toutes les sages-femmes pour votre assiduité, votre participation active et la qualité des interventions. Malgré cette réflexion sur le devenir de cette noble profession, beaucoup reste à faire. Ces objectifs ne sauraient être atteints sans un engagement fort et constant des professionnels de la santé et du pouvoir public. Ces rencontres ont eu le soutien de la première dame, Mme Keita Aminata Maïga. Focus Santé porte aujourd'hui sur une pratique très fréquente et nuisible à l'audition. Il s'agit de l'utilisation abusive des appareils audio dont les lecteurs MP3, les baladeurs et autres casques. Une pratique qui peut exposer vos oreilles à de futurs problèmes d'audition selon les spécialistes. Suivons en rediffusion ce numéro Focus Santé, une réalisation de Ramata Kounate. Les appareils audio personnels dont le téléphone, les lecteurs de musique, les baladeurs avec les écouteurs ou les casques sont aujourd'hui incontournables, soit pour travailler ou pour se distraire. Mais leur utilisation abusive peut avoir des effets nocifs sur l'audition. Il est rapporté par les constats, sinon les études, que 78% des 15 à 45 ans également ont déjà souffert des problèmes causés par l'exposition sonore de ces appareils. Le son impose une pression sur le tympan. Et quand ceci est trop fort, donc ça peut tuer les cellules auditives de l'oreille interne, qu'on appelle les cellules ciliées. Et une fois que ces cellules sont arrachées, elles ne repoussent plus. L'OMS a prouvé que l'utilisation des écouteurs à 85 décibels peut entraîner une perte auditive. Ce niveau d'écoute, selon des études, correspond au bruit d'un camion qui roule à 50 km/h et qui passe à 20 mètres du sujet. Déjà à 80 décibels, pendant 1 heure, on peut avoir commencer à avoir des pertes auditives. Donc si quelqu'un peut entendre déjà ta musique, c'est-à-dire de ton casque écouteur, à 1 mètre de toi déjà, c'est-à-dire ton oreille est en danger. Les symptômes dus à cette utilisation abusive sont connus. Ces symptômes ne sont d'autres que les acouphènes, c'est-à-dire les bourdonnements.
et souvent les sensations de coton dans l'oreille ou encore l'hypersensibilité au son. Des personnes sont plus exposées que d'autres. Quand tu fais le sport, les sujets ont tendance à porter des casques. Donc, alors que la science a montré que quand tu fais les courses, le sang a tendance à être renvoyé vers les membres. Donc l'oreille est privée de sang. Donc en mettant l'écouteur maintenant, on s'expose à 2 fois plus de risques d'abîmer l'oreille qu'un sujet en repos. Également, les écouteurs intra seraient les plus dangereux parce que le son est produit très près du tympan. Donc il peut amplifier également le son de 9 décibels. Il existe toutefois de bonnes pratiques en matière d'écoute. Il faut faire des pauses régulières pour donner des temps de repos à l'oreille, environ 10 minutes toutes les 45 minutes. Les recommandations de bonnes pratiques de ces écouteurs-là, c'est simplement ne pas écouter les musiques pendant trop longtemps. N'écoutez pas vos baladeurs, surtout dans les environnements bruyants. Utilisez les casques-là que d'utiliser les écouteurs intra-auriculaires. Et également, il faut avoir en tête de baisser les volumes. Et également, il faut privilégier les sons compressés. Donc technologiquement, on appelle les sons HD. Donc si les musiciens peuvent produire ce genre de sons, c'est toujours préférable parce que c'est des sons purs, ils n'ont pas de parasites. Il est aussi bon de faire régulièrement un bilan auditif, car cet examen permet de détecter un début de perte auditive à un stade précoce, donc facile à traiter. Une nouvelle apparition dans vos kiosques ce mardi 9 mai, Info Soir, avec comme titre, entre autres, grande offensive présidentielle pour les infrastructures, les raisons d'espérer ou encore les 12 travaux du ministre de l'économie numérique et de la communication. Infosport, et c'est donc à partir de ce mardi 9 mai dans vos kiosques. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.